Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 23 janvier 2018. Comme vous avez pu le constater hier soir, le shutdown aux États-Unis a été levé. Les démocrates et les républicains ont trouvé un compromis entre immigration et financement du budget fédéral. Donc on va voir ça tous ensemble. Au passage aujourd'hui est l'ouverture du sixième round des négociations de l'ALENA, le traité de libre-échange d'Amérique du Nord, et nous allons voir un petit peu les opportunités et les menaces qui se présentent sur le peso mexicain, le dollar canadien et le dollar américain en conséquence de cette ouverture des négociations de l'ALENA. Avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Frédéric, j'espère que vous allez bien. Loïc que je salue également. Bruno, bonjour. L'USD Yen, très bien. L'USD Yen, on va y venir. D'ailleurs, on a eu la Banque du Japon qui a publié ses perspectives économiques pour le trimestre. On va voir ça dans un petit instant. Le Bitcoin, me demande Loïc, et bien le Bitcoin pullback à 10 000, même un petit peu en dessous, opportunité, pourquoi pas, nous allons voir ça dans un petit instant. Raymond, bonjour, Phil, que je salue, Didier, Eliane, GBP-USD me demande Didier, eh bien écoutez, oui, on va voir le GBP-USD, le GBP la livre qui est soutenu, étant donné qu'il y a, on est dans un contexte fondamental où il y a en Europe c'est la patience, aux États-Unis entre le shutdown qui a été levé hier soir, mais sinon on a le traité de l'ALENA, on va voir dans un petit instant, mais aussi le traité de libre-échange avec la Corée du Sud qui est le Corus qui se tend également. Et la livre qui profite des propos de Macron ce week-end disant que des relations proches peuvent être compatibles après le Brexit entre le Royaume-Uni et la France en tout cas, et des relations commerciales proches, pardon. Donc concrètement, on a un climat qui soutient la livre sterling qui va rejoindre probablement les 1,40. Un mot sur le silver, sur l'argent, nous demande Nicole. Très bien. Alors je vais répondre à toutes vos questions. Avant toute chose, pour poursuivre ce webinaire, pardon, on va faire un petit briefing d'actualité. Donc on a 3 points. Le shutdown qui a été levé. Les démocrates ont eu pas les garanties, mais ont trouvé un compromis avec les républicains, notamment au niveau de l'immigration, parce que je vous rappelle, les démocrates s'opposaient au budget fédéral proposé par les républicains parce que le sujet de l'immigration était trop tendu. Pour remettre les choses dans le contexte, on a eu un programme qui s'est appelé DACA, DACA, mis en place par le gouvernement Obama en 2013, me semble-t-il, qui permettait aux jeunes immigrants de travailler et d'étudier aux États-Unis légalement. Trump a abrogé ce programme. Et donc c'est 690 000 personnes qui ont rejoint les États-Unis, c'est 690 000 jeunes immigrants qui ont rejoint les États-Unis pour travailler et pour étudier, sont en situation entre guillemets illégale en ce moment. Trump a demandé de trouver une solution d'ici mars. On ne connaît pas les détails bien évidemment, mais les démocrates qui n'étaient pas satisfaits de la proposition des républicains au Sénat, eh bien a priori, hier soir, il y aurait eu un compromis trouvé donc sur le budget fédéral, mais également sur le sujet de l'immigration, parce que les démocrates étaient contre le budget des républicains, parce que notamment il y avait ce problème, ces divergences sur l'immigration. Voilà, les démocrates veulent une régularisation de ces personnes qui ont profité du DACA et qui a dorénavant été abrogé par Donald Trump. Voilà, donc a priori, il y a eu un compromis qui a été trouvé sur l'immigration, sur le budget fédéral grâce à l'immigration. De plus, nous avons Corus, donc c'est l'équivalent de l'ALENA, mais entre les États-Unis et la Corée du Nord et la Corée du Sud, excusez-moi. Donc Donald Trump a imposé hier des taxes de 30% sur les machines à laver et les panneaux solaires sud-coréens, chose que la Corée du Sud a demandé à revoir dans à la World Trade Organization, donc c'est l'Organisation mondiale du commerce, pardon. Et au niveau de la Banque du Japon, son rapport trimestriel publié cette nuit maintient ses prévisions de croissance et d'inflation inchangées pour 2018. Par contre, elle a relevé son inflation pour 2019
la Banque Japon qui s'attend à une inflation de l'ordre de 2%. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce repli sur le yen, parce que le yen, eh bien, s'est vu soutenu par ses perspectives économiques plutôt bonnes. On continue. Sixième round des négociations de l'ALENA couvre aujourd'hui. Voici un petit peu les échanges en Amérique du Nord en 2016. Voilà, donc le Mexique, qui est le pays qui exporte plus. Alors, c'est des exportations, pardon, entre ces trois pays. Exportation et importation entre ces trois pays, d'accord? Donc le Mexique qui exporte plus que le Canada et que les États-Unis, et à l'inverse, les États-Unis importent plus que le Canada et le Mexique. Voilà, donc voilà un petit peu pourquoi Donald Trump veut revoir ce traité d'ALENA qu'il juge perdant pour les États-Unis. Et d'ailleurs, je reviens sur sur le point du chorus, ce traité de libre-échange. Donc, on voit que Donald Trump a imposé des taxes, enfin la Maison Blanche, les États-Unis ont imposé des taxes, ce qui montre bien que Donald Trump est prêt, et quand même, enfin la Maison Blanche, le gouvernement américain est prêt, peut-être pas à faire la même chose, mais à revoir vraiment l'ALENA. Ce n'est pas que des menaces, c'est vraiment quelque chose qui est fortement possible au vu de ce qui vient de se passer avec la Corée du Sud. Voilà, donc ça va bien évidemment crisper un petit peu le peso mexicain et le canadien. Si vous voulez plus de renseignements sur l'ALENA, les conséquences, les opportunités, les menaces qu'ils peuvent avoir sur le marché entre ces trois devises, le peso mexicain, le dollar canadien et le dollar US, je vous invite à lire mon article que j'ai publié hier, KDMXN, sous pression avant les nouvelles négociations de l'ALENA. C'est vraiment une étude que j'ai faite. Donc voilà, si vous voulez le lire, je vous envoie ce lien dans la boîte de dialogue. Comme ça, vous pourrez le lire, vous aurez le temps de le lire. Voilà. Voilà, donc les négociations qui ouvrent aujourd'hui et qui termineront le 29 janvier. Alors, on poursuit. Au niveau de la résumé des séances américaines et asiatiques, on a eu un rebond des marchés, enfin un rebond, poursuite de la hausse des marchés actions américains suite à la baisse, suite à la levée du shutdown. Le DXY qui a perdu 0,24%, le rendement du T-Note à 10 ans qui se stabilise autour de 2,65%, qui est ni plus ni moins que plus haut depuis 2017. Donc ça reste quand même assez élevé. Le yen ce matin rebondit avec le gold, le Nikkei et le Hang Seng, donc clairement on a de l'appétit pour le risque. Au niveau du calendrier économique, ce matin, nous aurons quelques statistiques budgétaires au Royaume-Uni. Viendront ensuite l'indice ZOO Allemagne à 11 heures, très important, ainsi que la confiance des consommateurs. Voilà. Et ça sera tout. On passe sur la plateforme. Alors, je vais commencer sur le Forex comme d'habitude. Si vous avez des questions sur le Forex, c'est le moment, n'hésitez pas. Alors le DXY qui se maintient au-dessus de 90, je vous rappelle, tant qu'il se maintient au-dessus de 90, à court terme, le biais il est neutre, voire haussier. Voilà, c'est un petit peu ça l'analyse technique, à mon sens. 90 c'est un seuil important si on regarde sur du mensuel. Ouais, 90, donc on est juste ici. Bon, là c'est pas très lisible comme cela, mais vous voyez que ici, on a eu un rebond près de 92. Ici, on a eu une résistance à 90. Ici, c'est pareil. Ici, on a eu le rebond à 90. Donc voilà, 90, c'est une forte zone. Donc si on clôture sur de l'hebdomadaire, je dirais, du journalier, ça serait un premier signal. Mais si on a un chandelier hebdomadaire qui clôture en dessous de 90, c'est là où on aura le réel signal vendeur pour poursuivre, accentuer la tendance baissière. Moi, j'ai déjà une opinion baissière sur le DXY. Vous savez que je suis baissier pour cette année, encore une fois. Mais techniquement, tant qu'on n'a pas la cassure des 90, on ne peut pas mettre en place des stratégies vendeuses en dessous de ce niveau de prix, du moins à court terme. À long terme, pourquoi pas, mais pas à court terme. Voilà, donc en swing, ce qu'on peut s'attendre, c'est une consolidation entre ce niveau de prix. Si on vient à 91, à peu près, si le DXY revient à 91, ça sera l'opportunité de passer à l'achat. Peut-être que ça se fera selon les négociations de l'ALENA. Parce que si nous avons des menaces qui persistent sur le traité de l'ALENA, qui est le NAFTA, je rappelle la traduction du NAFTA,
eh bien c'est le DXY, c'est le dollar qui se verra profiter. Si les États-Unis continuent à menacer le traité, les pays, pardon, le Mexique et Canada de sortir du traité, le DXY, le dollar, devrait rebondir. À l'inverse, tant que, enfin, si les menaces diminuent, on a le peso mexicain et le dollar CAD qui devraient rebondir. Au détriment, bien évidemment, du billet vert. Voilà, donc ce rebond, ce support va, à mon avis, beaucoup dépendre de l'ANA, pas exclusivement, mais quand même beaucoup y dépendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue technique, les 90 à court terme se payent. Et en swing trading, les 91 se vendent. Les 91 se vendent pour viser 90, voire même des plus bas. Alors, mon avis sur dollar US en 2018 de la part de Raymond. Alors, pour faire simple, Raymond, moi je suis baissier. Je m'attends à la même chose que ce qu'on a connu en 2017, étant donné que si on revient début 2017, il y a un an, le marché avait déjà intégré les trois hausses des taux de la Fed. Si on regarde les probabilités, si on regarde les Fed Funds, on a trois hausses des taux qui sont pricés par le marché en 2018. Ce qui était le cas il y a un an pour l'année 2017. Donc à part si on a quatre hausses des taux finalement en 2018 par la Fed, je ne vois pas comment le DXY pourrait être haussier. Tant qu'il y a trois hausses des taux qui sont prévus par le marché, il n'y aura pas de rebond. Si on a une quatrième qui commence à être pricée, ça sera le moment où le dollar pourrait être haussier. Mais attention, je ne parle pas de revenir à 100. Hein. Je parle d'être haussier, peut-être revenir à 95, mais pas plus. Alors d'ailleurs, je vais vous envoyer un petit site. Hop, alors. Pour ceux qui n'ont pas Bloomberg, enfin, de toute façon, vous n'avez probablement pas Bloomberg, mais vous avez CME Group, qui est une bourse de Chicago très importante, qui donne également ses probabilités. Alors c'est c'est des hautes probabilités que Bloomberg, mais ça reste des probabilités. Donc vous voyez que la probabilité d'une hausse des taux pour le mois de mars est de 72%. Donc actuellement on est sur cette tranche, la Fed est sur cette tranche, d'accord? Et donc la probabilité pour le 21 mars est de 72%. 54% pour le mois de juin. Et la prochaine probabilité, ça serait pour le mois de décembre. Donc vous voyez que pour le moment, il n'y a que 3 hausses des taux. Si on regarde 4, il n'y a que seulement 17%, une quatrième hausse des taux de la part de la Fed en 2018. Et encore, c'est en décembre. S'il y a 4 hausses des taux, ça sera en mars, juin, septembre, décembre. Donc tant que en septembre, vous voyez ici que tant qu'en septembre, c'est en dessous de 50%, on n'aura pas de quatrième hausse des taux qui sera anticipée. Voilà, donc je vous envoie ce lien, ça pourrait peut-être vous être utile. Plus ces probabilités augmentent, et plus le marché a intégré au prix la hausse des taux. Ça veut dire que si demain, imaginons on est à la veille, on est le 20 mars, d'accord? Nous sommes à la veille de cette hausse des taux. Si le 20 mars, la probabilité, imaginons, hein, elle est à 99%, ne vous attendez pas à une hausse du dollar, parce que le marché aura déjà anticipé cette hausse des taux. Maintenant, imaginons nous sommes le 18 décembre, et que la probabilité est de seulement 37%, ce qui n'est pas réellement ce qui ne sera pas le cas, mais imaginons, partons du principe qu'il y a seulement 37%. C'est-à-dire 37% des experts, parce que c'est des experts qui répondent à ces analyses, des experts bien évidemment des hedge funds, etc. Donc c'est eux qui font le marché. Hein. C'est l'ensemble des institutionnels qui font le marché, c'est pas nous les particuliers qui faisons bouger le marché. Hein. Mais donc, imaginons, nous sommes le 18 décembre, il y a une probabilité de 37% et qu'il y a une hausse des taux, étant donné qu'elle n'aura pas été pricée, enfin que un tiers des gens ont pricé cette hausse des taux, il y aura un mouvement. Il y aura un mouvement aussi. Voilà un petit peu comment il faut le voir. C'est pas parce que la probabilité est la plus élevée qu'il y aura un mouvement important. Au contraire, plus la probabilité est élevée, plus le marché a anticipé ce mouvement et donc la hausse des taux est déjà intégrée au prix.
Voilà un petit peu. Si on regarde, alors, bon, on s'éloigne un petit peu du point de marché quotidien, mais bon, ça pourrait plus être un webinaire éducatif au final. Ça me donne d'accord, ok, non. Alors, nous sommes le 31 janvier, alors, où est-ce qu'on peut voir déjà Historical, voilà, ça devrait être par ici. Voilà. Donc là, c'est la hausse des taux pour le mois de décembre. Voilà. Mois de décembre. Donc on est passé de 125 à 150 en mois de décembre, je le rappelle. Vous pouvez voir que la probabilité d'une hausse des taux a vraiment commencé à augmenter, on va dire septembre. Nous sommes d'accord. Vous voyez qu'elle est passée de environ, allez, 30% en 2 mois à près de 100%. Septembre, point bas. 2 mois après, début novembre, on est ici. Et lorsqu'on a fait le sommet et que la probabilité a commencé à stagner, le DXY avait fait son point haut et ensuite a baissé. Voilà un petit peu comment fonctionne la corrélation entre ce que le marché anticipe et leur réaction sur le marché. Vous pouvez voir que plus la probabilité augmente, plus le dollar augmente. Mais une fois que la probabilité est élevée, concrètement, il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus réellement de surprise qui peut être envisagée. Donc voilà. J'espère que vous aurez bien compris. Je vous envoie ce lien tout de suite. Ça pourrait vous être utile pour le trading. Et donc, si on regarde par exemple pour le mois de mars, vous voyez que cette probabilité, donc là, on est dans la fourchette 125-150, d'accord? Et donc, on va passer en mars à 150-175. Et vous voyez que la probabilité augmente. Donc, on a encore une marge de progression pour que le dollar soit se stabilise, soit progresse. Mais une fois que plus la probabilité va se rapprocher de 100%, et moins il y aura de chances que le DXY monte, s'apprécie. À part si, bon là on va un peu plus loin, à part si pour les autres probabilités augmentent et qu'il y a une quatrième hausse des taux qui commence à être pricée par le marché. Voilà, bref, on fera un webinaire éducatif là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, mais voilà. Bonjour, pensez-vous que la réunion du WEF peut avoir un impact sur le Forex type annoncé économiquement? Alors, WEF, c'est World Economic Finance, c'est, vous savez, à Davos, la convention à Davos des économistes, des financiers, certains présidents, enfin voilà, c'est la plus grande convention économique et financière au monde qui a lieu tous les ans en Suisse et qui commence aujourd'hui. Est-ce qu'il peut avoir un impact? Oui, bien évidemment, il peut avoir un impact. Maintenant, il sera mesuré, je pense. Par contre, on a Donald Trump qui sera présent vendredi et nous connaissons le caractère, comment dire, imprévisible de Donald Trump. Donc voilà, j'ai envie de dire oui, il peut avoir un impact. Normalement, il est assez limité, hein, c'est pas ça qui va créer des tendances en swing trading, ça va être que des bruits en intraday. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'on ait des annonces qui soient faites de la part des différents présidents. Il me semble que Macron s'exprimera mercredi, donc Macron, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à se faire au niveau de l'euro, c'est pas lui qui va faire bouger l'euro, mais voilà, Donald Trump, nous ne savons pas. Donald Trump, s'il porte un fort discours de protectionnisme pendant cette convention vendredi, c'est possible qu'il y ait un impact sur le marché, oui. C'est fortement possible. Mais bon, ça, honnêtement, il n'y a pas de probabilité, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc voilà, mais de manière générale, c'est du bruit en intraday, donc voilà, c'est pas grand chose. C'est pas quelque chose qui va rythmer le forex. Voilà. Ensuite, donc DXY, pour répondre à vos questions, hein, je me suis un petit peu écarté, j'ai pris du temps, Raymond, mais voilà, 2018, à l'image de 2017, alors peut-être pas une hausse aussi violente, parce que cette hausse violente a été justifiée par, cette baisse violente a été justifiée par cette hausse qui avait été générée par le bull market de Trump à son élection, vous savez, le dollar fort, etc., etc. Mais en tout cas, à l'image de ce qu'on a là, je pense pas que les hausses des taux de la Fed cette année vont avoir un impact positif. Donc voilà, je pense que le DXY peut encore perdre. En 2017, il a perdu 10%, mais en 2018, je ne serais pas étonné s'il perd 5, 6, 7%. Voilà, donc plutôt en opinion baissier. On reprend les paires majeures. Les paires majeures avec l'euro-dollar.
L'euro-dollar, il est assez élevé. Je pense que c'est une devise qui a encore une marge de progression, hein, comme vous le savez, avec la politique monétaire de la BCE qui commence à être normalisée, avec une politique en zone euro qui s'améliore. On avait des inquiétudes sur l'Allemagne. Ces choses, c'est presque oublié. Alors même si les négociations continuent, même si la coalition n'est pas encore formée, on a des discussions qui continuent. Donc ça, c'est un bon signe. En Italie, la situation ne semble pas vraiment inquiéter le marché. L'Italie qui superforme les indices de la zone euro alors que ouais, les élections sont dans à peine 2 mois. Donc voilà, le MIB, hein, il prend 10% depuis le début de l'année. Presque 10%, pardon. Vous imaginez qu'en 3 semaines, il prend 10%, c'est un indice italien. Ce qui est énorme. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors près de 10%. Alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, début d'année, tac. Ah bah si, 10%. Donc voilà, la situation en Italie, pour le moment, n'inquiète pas le marché. Je pense que la zone euro, les inquiétudes sur la zone euro ont récemment entre la Catalogne, l'Allemagne euh, est derrière nous et que maintenant on devrait avoir une nouvelle union, une nouvelle consolidation politique de l'union monétaire et donc la zone euro, l'euro pardon, pour moi une marge de progression jusqu'à 1,25. Maintenant, faut pas acheter l'euro à n'importe quel prix en swing. Je pense qu'on peut l'acheter à 1,21, 40, 80. Ça me semble un petit peu maintenant, enfin à moyen terme, ça me semble possible qu'il revienne à 1,21, qui est ce précédent plus haut, vous voyez. Mais voilà, en swing, un retour à 1,2180, j'estime que ce niveau de prix serait intéressant pour viser les précédents sommets aux alentours des 1,23. Voilà. Mais vous voyez qu'en intraday, ce range qui avait été donné dans mon article jeudi dernier, ce range est toujours d'actualité. C'est-à-dire on paye 1,2180, on vend 1,2266. Et si on a une clôture journalière au-dessus de ce niveau de prix, c'est signal haussier jusqu'à 1,25. Si on a une clôture journalière en dessous de ce support, on a un signal baissier jusqu'à 1,21. Le GBP direction, bah vous voyez les 1,40 ont été touchés, soutenus par dans le fond la BOE, c'est avec son cycle de hausse des taux, et de deux, les récents propos comme l'Espagne, les Pays-Bas. Je rappelle que ces deux ministres de l'économie ont annoncé vouloir des relations économiques proches avec le Royaume-Uni après le Brexit. Plus récemment, ce week-end, il y a Emmanuel Macron dans une interview à la BBC qui indiquait également vouloir garder des relations extrêmement proches avec le Royaume-Uni, même si, bien évidemment, elles ne pourront pas être aussi proches que si elles restaient dans l'Union européenne. Mais bon, on voit que l'hypothèse de connaître un hard Brexit s'éloigne de plus en plus. Et donc, le marché est, reprend la confiance un petit peu, et en tout cas soulagé de connaître un soft Brexit qui aura un impact moindre sur l'économie du Royaume-Uni. Donc peu à peu, vous voyez qu'il est haussier. Maintenant, il faudra bien que ce momentum, vous voyez, respire parce que il est assez plus haut. Et les dernières fois où ce momentum avait été aussi élevé, on avait eu par la suite des replis assez quand même importants. Donc je pense que le JBP en plus de ça est sous résistance. Donc pas de dépassement de 1,40. On est le momentum dans une zone d'excès, on est sous un seuil psychologique. Donc moi je vois bien une petite respiration de marché, voire une baisse jusqu'à 1,36, 1,37, ça me semble largement possible. Et si le cours revient à ce niveau de prix, disons dans la zone basse de ce canal, eh bien ce sera l'opportunité pour passer à l'achat. Voilà, si je devais tracer un petit peu, alors, tac. Alors c'est pas ça que je veux. Donc concrètement, je veux tracer à peu près la moitié, voilà. Donc là, on a la borne haute, c'est à peu près. Hein. On a la zone haute, zone élevée, zone basse. Si le cours revient dans cette zone, ça commencera à être un prix attractif. Le mieux, ça serait qu'il revienne en bas du canal, tout en bas. Voilà, mais le GBP sous résistance, je pense que c'est le moment, si vous êtes à l'achat sur du court moyen terme, de prendre des bénéfices et de re-rentrer à l'achat vers les 1,36, 1,37. Le NZD, toujours vers ses récents sommets, pas vraiment
Pas vraiment d'opinion sur du court terme. Moi, je vois bien une consolidation. Vous voyez que le momentum est sur un support. Si on a les cassures, on aura probablement un repli. Un repli. Et ce qu'il faudra payer, c'est un retour soit la moyenne mobile à 200 jours, soit le RSI qui revient à 50. L'USD CAD, lors des dernières négociations de la LENA, on peut voir que le CAD s'était déprécié et donc le dollar US avait bondi. Je pense que selon les propos qu'il y aura pendant ces négociations de la LENA, selon ce qui se passe, je pense que ce range trading est totalement adapté. Maintenant, pour en savoir plus, je vous conseille de lire l'article que j'ai écrit hier, qui vous donnera beaucoup plus d'explications. Mais techniquement, je pense que ce support ce range entre 1,24 et 1,2550 est toujours d'actualité, même pendant les négociations de la LENA. L'USD Yen, alors l'USD Yen, assez, comment dire, c'est assez compliqué cette USD Yen. À court terme, pour être honnête avec vous, j'ai pas réellement de conviction. Maintenant, j'aimerais bien qu'ils reviennent à cette résistance à 112,68 parce que ça serait l'opportunité dans le fond de se propositionner à la vente. Je pense que ça va être que le cours va revenir parce que voilà, la BOJ va garder un ton très accommodant au moins jusqu'au premier semestre de l'année. Après ce premier semestre, la BOJ devrait commencer à normaliser sa politique monétaire, ou en tout cas du moins oui à normaliser, à réduire un petit peu son montant net de QE, ce qui va fortement apprécier le yen. Mais d'ici là, on a quand même plusieurs semaines, quelques mois avant ces propos, donc ce n'est pas du tout impossible que l'USD yen revienne à 112,68. Voilà, donc avec un peu de patience, je pense que c'est faisable de vendre à cette résistance. Maintenant, à court terme, je pense que ce support est quand même assez solide. On n'a pas encore les fondamentaux nécessaires au Japon et on n'a pas encore les propos nécessaires de la part des officiels japonais pour une cassure de ce support. Donc 110, je pense que fondamentalement ça se paye pour le moment. Donc voilà, direction au moins 111,50. La USD sous résistance à 0,8 tant qu'il se situe dans cette zone. Écoutez, moi je suis plutôt, on va dire neutre. Si on clôture en dessous des 0,7950, ce sera un signal baissier jusqu'à 0,7850. Et si à l'inverse, pardon, on marque l'AUD-USD clôture au-dessus de ses plus hauts de 2017, ça sera un signal haussier, direction 0,8182. Donc 0,82. Voilà. En attendant, tant que si sur ce niveau de prix, moi je reste neutre. Là on est quand même, ici c'est un fort niveau de support, donc c'est pas impossible que le cours rebondisse et consolide. Voilà, donc c'est pour ça que j'attends réellement la clôture en dessous pour ensuite avoir connaître une baisse plus importante. Cadienne, bon, toujours un scénario baissier jusqu'à cette moyenne mobile à 200 jours. Dans le fond, le Cadienne, il devrait quand même assez bien baisser, je pense. L'Euro BP, toujours cette consolidation, voilà. L'Euro BP, tant qu'il reste inscrit dans ce range, même si, voilà, fondamentalement, j'aurais plus envie de vendre l'Euro BP à court terme, je dis bien. Techniquement, ce qui importe, c'est que le cours reste inscrit dans son range. Et tant qu'il reste inscrit dans son range, eh bien, faut payer le support, faut vendre la résistance. Donc là, on est sur un niveau de prix, je dirais, attractif. Donc, techniquement, l'achat se justifie. Maintenant, si demain, on a une clôture journalière en dessous des 0,8730, ça sera un signal baissier. Mais tant qu'on ne l'a pas, voilà, c'est un support qui se paye. Et vous pouvez soit viser la moyenne mobile à 200 jours, soit le haut du range. À vous de voir. Vous pouvez voir que le haut du range n'est pas tout le temps touché. Tac, tac, tac. Alors, je passe au niveau des paires croisées. On va afficher les, les devises majeures depuis le début de l'année pour voir un petit peu les tendances. Hein. Alors,
Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Enfin, il y en a quelques-unes sur d'autres marchés, mais si vous avez des questions sur le forex, c'est le moment. Donc on peut voir depuis le début de l'année le GBP leader avec le NZD. Vient ensuite la UD, mais qui a bien baissé récemment. Et enfin, les devises les plus baissières, on a le dollar qui sous-performe encore une fois les autres paires majeures, les autres devises majeures. Mais sinon, on a le CAD et le CHF. GBP néanmoins on l'a vu sous résistance, NZD sous résistance, l'AUD c'est pareil, euh, le yen, donc le yen, on est pareil sous résistance, on est qui s'approche des 110, l'USDN s'approche des 110, c'est-à-dire l'USD sur support. Donc on retrouve finalement, si on regarde les paires majeures, on retrouve le dollar qui arrive sur support. Donc c'est pas impossible que le DXY rebondisse à court terme. En tout cas, c'est le cas depuis, vous voyez, depuis le 22, depuis le début de la semaine, on peut voir que toutes les devises majeures, à part le yen peut-être, vous voyez que le yen est légèrement haussier depuis l'ouverture des marchés le 22, pardon. Enfin, depuis l'ouverture de la séance asiatique. Depuis l'ouverture de la séance asiatique, on a un dollar qui fait pression sur toutes les devises majeures. Voilà, donc c'est pas impossible que le dollar devienne une devise intéressante sur du court terme. Face aux devises sous résistance comme, bon c'est un peu risqué de vendre le GBP, mais à court terme, c'est largement possible. GBP USD, je pense que c'est possible de le vendre sur du court terme. Le vendre, viser les 1,39 par exemple. Au vu du momentum et au vu de l'action du prix qui est sous résistance, pour moi ça me semble possible. Au niveau, BO, est-ce qu'il y a retracement pas pu voir graphique? Alors, qu'est-ce que vous dire par BO, Catherine? Juste une question sur la USD, la raison de sa baisse. Écoutez, la raison de sa baisse, on a l'or. Déjà l'or qui arrive sur des niveaux de prix assez élevés, pour voir que le momentum haussier est beaucoup plus faible, et on sait que l'or, l'AUD est corrélé à l'or, donc si l'or est baissier, on a l'AUD qui est baissier et vice versa. Et d'un autre côté, on a le dollar qui est sur support. Donc rebond du dollar, c'est baisse de l'AUD. Donc voilà, on a une prise de bénéfice sur l'AUD, en plus de cela, hein, regardez, l'AUD est assez plus haut de 2017, hein. Il est revenu assez plus haut de 2007, donc c'est normal qu'on a une prise de bénéfice. On a eu une hausse de l'AUD de l'ordre de 7% en l'espace de un mois et demi, ce qui est beaucoup, 7%. Donc voilà, prise de bénéfice sur la UD, c'est une prise de bénéfice, j'ai envie de dire, technique. Il n'y a pas de raison fondamentale qui justifie cette prise de bénéfice. On a quand même des statistiques plutôt bonnes en Australie. Même si elles sont mitigées, elles sont plutôt bonnes. On passe sur les indices. Le Hang Seng qui continue sa hausse. Attention néanmoins à la divergence baissière. Plus la divergence baissière sera importante et plus le risque de baisse sera important. Et on peut voir que la MACD est quand même assez haute, donc l'écart relatif est assez élevé. Donc voilà, prudence. Prudence sur le Hang Seng Index. Même si la tendance est haussière, donc je ne pourrais que conseiller des stratégies acheteuses, mais pas à n'importe quel prix. Le premier niveau de prix intéressant, c'est les 31 322 points, selon moi. Au niveau du Nikkei, le Nikkei a cassé les 24 000, les 23 000, pardon. En journalier, il clôture encore une fois au-dessus des 24 000, mais il reste, il me semble, il reste sous ce plus haut journalier. Donc tant qu'il reste sous ce plus haut, on peut pas avoir de signal haussier. Si on a une clôture journalière au-dessus de cette résistance à 24 120, c'est signal haussier jusqu'à 25 167. Mais je pense d'ores et déjà, au vu du yen, si on regarde le yen index, alors sur un an, bon, le yen index est quand même sous une résistance. Il a eu un excès un petit peu, mais il est sous résistance en ce moment. Donc c'est-à-dire que le yen, je dirais, a un potentiel de baisse sur du court terme. En tout cas, il y a plus de probabilité, je pense, à mon sens, qui baisse plutôt qu'il s'apprécie. On voit l'USD yen, il est presque sur support. Donc si on a une baisse du yen, on le sait, le Nikkei va progresser. Donc voilà, si c'est le cas, techniquement le signal sera donné en cas de clôture au-dessus de ce niveau de prix. Et si c'est le cas, eh bien on pourra mettre un stop en dessous du précédent, du récent plus bas, et viser les 25 000, ce qui donnera
Voilà. Un stop d'environ 495 points pour un objectif de 1078, donc ce qui fait un ratio risque-rendement d'environ 2. L'Eurostoxx, alors à noter que sur les pays de la zone euro, c'est les pays d'Europe du Sud qui au niveau du marché action, hein, qui superforment ceux de la zone euro. Le MIB fait mieux que n'importe quel indice majeur de la zone euro. Ensuite, c'est l'IBEX, ensuite l'Eurostoxx 50, vient ensuite le CAC, puis le DAX. Alors que le DAX a des dividendes réinvestis. Hein. C'est le seul qui a des dividendes réinvestis. Donc sans les dividendes, le DAX est quand même fait une performance bien moindre que ses voisins de la zone euro. Mais on peut voir que c'est pas le CAC et le DAX qui rémunèrent le plus depuis le début de l'année en ce moment. C'est un petit peu le même démarrage que ce qu'on a connu en début 2017. Hein. Techniquement, le CAC, on a une clôture journalière hier au-dessus de ce niveau. Donc on a un signal haussier. Signal haussier, direction les 5640. Un stop. Stop à mettre. Alors, stop à mettre en dessous du plus bas. Vous voyez que c'est ici. Donc c'est 76 points pour 85 points. Voilà, ça c'est une stratégie de swing trading. 76 points de risque pour environ 86 points de gain. Pour ceux qui sont toujours à l'achat depuis les 5300, mais écoutez, je pense qu'on peut à moyen terme garder une stratégie de long terme, donc moyen long terme en tout cas. Moi, vous connaissez ma perspective pour ceux qui ont suivi mon webinaire lundi de la semaine dernière, pardon, pour mes prévisions 2018, c'est 6000 points en 2018 pour le CAC 40. Ça vous donne un petit peu ma vision du marché. Donc voilà, 5640, c'est la prochaine résistance majeure sur le CAC 40. Le DAX, vous voyez que il est en intraday en train de dépasser ce plus haut historique. Il faut savoir que le CAC 40 l'a fait hier, le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. D'accord, si on compare le CAC 40 avec dividendes réinvestis et le DAX qui est avec dividendes réinvestis, mais lui c'est de base, le CAC 40 a signalé la hausse. Donc le DAX devrait suivre. Donc le DAX, on peut acheter direction les 14 000 sur du swing trading. Maintenant, en termes de ratio risque-rendement, c'est un peu plus compliqué. Si je devais mettre un stop, je le mettrais ici, personnellement. Hein. Donc 475 points de risque pour 400 points potentiel gain. Ratio risque-rendement négatif. Donc est-ce que c'est mieux de payer le DAX d'un point de vue ratio risque-rendement? Ça me semble un peu plus risqué. En tout cas, ça ne vaut pas la peine par rapport au CAC 40. Donc c'est à vous de voir après votre préférence. Forte chute du doll et euro face au yen. Alors on va voir ça juste après Phil, étant donné que je suis sur les indices. Je passe aux matières premières et ensuite je répondrai à nouveau sur les questions du FX. Voilà, ensuite pour ce qui est écoutez du MIB rapidement, hein, mais résistance à 24 000, si on a une cassure de 24 000, c'est direction 25 000. De toute façon le MIB, si on regarde d'un point de vue mensuel, moi mon objectif c'est qu'il rattrape ses sommets de 2015. Ses sommets de 2015, ah bah pardon. Il a rattrapé ses sommets de 2015. Donc à terme, c'est qu'il revienne chercher ses sommets d'avant-crise, de 2017. Parce que si on regarde le CAC 40, ses sommets de 2017, vous voyez ils sont à 6000. C'est pour cela que, moi en fait en 2018, je m'attends à ce que les indices de la zone euro atteignent, ou du moins s'approchent pour ceux qui sont très en retard, des niveaux de 2007, des plus hauts de 2007. Parce que ceux de 2015, on les a dépassés en 2017. Ça semble assez loin quand même, ça semble une forte progression. Hein. Si les indices arrivent à rattraper leurs anciens plus hauts de 2007, ce serait une excellente performance en 2018. Mais c'est du moins l'idée. Je pense que les indices vont tendre vers ce niveau de prix. Je pense pas qu'ils vont le dépasser, mais en tout cas ils vont tendre et ils vont s'y approcher fortement. À part si on a une crise en zone euro, mais pour le moment, ce n'est pas ce qui est anticipé. Et pour l'IBEX, étant donné qu'il a un peu de retard au vu de ce qui s'est passé en Catalogne, le premier objectif c'est de rattraper les plus hauts de 2015. Et vous voyez que sa marge de progression pour rattraper les plus hauts de 2007 sont énormes, 15 000. Si on prend par rapport au niveau de prix actuel, ça fait quand même une performance de 50%. Je pense que l'IBEX, si je devais donner un indice, acheter un indice de la zone euro pour les 3 prochaines années, par exemple, personnellement, j'indiquerais l'IBEX. C'est celui qui aurait le risque
le ratio risque-rendement, pour moi, le plus intéressant. Parce que oui, il y aurait plus de risques, mais les possibilités de gain seraient plus importantes, bien évidemment. Voilà, donc pour moi, l'IBEX sur du long terme, c'est vraiment l'indice hein, avec une forte conviction. Même s'ils ils vont tous évoluer dans la même direction. Hein. Mais voilà, l'Eurostox, c'est vraiment un indice également très intéressant parce qu'il permet d'être exposé à environ un peu plus de 60% sur le DAX, le CAC, enfin des composantes du CAC et du DAX, et les restants sur certains du Pays-Bas, certains de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique. Donc voilà, ça permet un peu plus d'être diversifié et de moins miser sur une seule région. Mais voilà, on voit que l'Eurostox a comblé sa baisse, est revenu à ses sommets de 2015 et la distance qui sépare le prix actuel à ses sommets de 2017 est de 22%, ce qui offre quand même une performance assez intéressante s'il comble cet espace en 2018. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait 22% de gains qui se fassent en 2018 sur l'Euro 550, mais ça reste possible. Les matières premières. Au niveau de l'or qui est soutenu hein, par son caractère de diversification et également par le fait que ça soit une devise, une matière première, et donc une matière première c'est une ressource limitée. D'ailleurs, la production d'or devrait chuter de 76% entre ce qu'on a connu en 2017 et ce qu'on connaîtra en 2029. Donc en l'espace de 12-13 ans, la production d'or devrait chuter de 70% par rapport aux données qu'on a aujourd'hui. Donc dans le fond, de toute façon, vu qu'il y aura toujours la demande et que l'offre est limitée, il y a quelque chose qui s'appelle un peu l'inflation. Voilà. Donc l'or est dans le fond soutenu par ce qu'on appelle l'inflation et par son caractère de diversification. Maintenant, on ne peut pas rentrer à n'importe quel prix. On est en trading, donc on rentre sur des niveaux de support pour acheter. Donc à l'image de ce qu'on a connu en 2017, c'est un peu l'inverse du DXY. Moi je m'attends à la même chose. Peut-être pas avec le même momentum, mais je m'attends un petit peu, en fait je m'attends à ce que l'or soit haussier. Parce que la Fed devrait un peu décevoir le marché. Étant donné que le marché a déjà pricé toutes les hausses des taux. Voilà, donc l'once d'or, s'il revient à un niveau de support important comme 1311, ça sera l'opportunité de passer à l'achat et viser 1350. Mais actuellement, l'or, il est à 1336 $. Est-ce qu'il faut acheter à 1336 $? Moi, je ne pense pas. Le Brent, consolidation entre 70 et la moyenne mobile à 50 jours. Si le cours revient à la moyenne mobile à 50 jours, ça sera l'opportunité de passer à l'achat. Le Bitcoin, donc 10 000 $, nouveau test. D'un point de vue technique, je dis bien technique, l'achat se justifie sur ce niveau de prix, étant donné que ce niveau de prix avait fait office de support la semaine dernière. On a eu un excès, pardon, pas un petit parce que le Bitcoin c'est assez volatile, mais on a eu un excès en intraday. Mais vous voyez que 10 000, c'est quand même 50% plus bas que les sommets. Alors moi j'ai un graphique logarithmique, donc ça se voit un petit peu moins, mais ce qu'on a depuis les sommets à 20 000, on est à 10 000, donc c'est 48% de baisse en un mois. Donc ça offre une décote intéressante. Si vous croyez aux crypto-monnaies, je pense que les 10 000 peuvent s'acheter. Maintenant, si vous êtes sceptique, n'achetez pas à 10 000 $ un Bitcoin. Voilà. Mais en tout cas, techniquement, voilà, 10 000, si on se met en 4 heures, bon là, on s'était approché. On peut voir que, oups, alors, ici, on a ce support. Donc entre, 9 000 et 10 000, c'est une zone intéressante à acheter pour viser 15 000 puis 20. Voilà, et je reviens en question. Je vois qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors, ah oui, le silver, excusez-moi. L'argent m'avait demandé. Qui est-ce qui m'avait demandé l'argent? Nicole. Alors l'argent et ensuite je réponds à votre question, Phil. Donc l'argent, à l'image de l'or, hein, donc l'argent devrait être soutenu en direction les 17,25 sur du court terme. 17,25, on se met journalier. Vous voyez qu'il est sur un support.
il est à la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 200 jours se paye, le momentum est sur 50, donc il est sur un support. Voilà, potentiellement l'argent, ça serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat et viser à terme les 17,50. Si on superpose le gold et l'argent, alors ouais, si on superpose les deux, on a l'or qui s'approche vraiment, enfin qui est très proche de ce sommet, alors que l'argent a quand même une marge de progression beaucoup plus importante. Ouais, et donc on peut s'attendre à un rattrapage, je pense, de l'argent, ou du moins jusqu'à ce niveau de prix. Ça c'est le minimum. Vous voyez que le gold, alors je vais réenlever, pardon, si on va se perdre. L'or, ouais, cette résistance ici, l'or l'a dépassé, mais l'argent reste en dessous. Donc l'argent, je pense qu'il peut déjà revenir sur ce sommet de juin 2017. Donc en termes de prix, c'est à 17,71. 17,71, donc c'est possible. Si on met un stop en dessous du précédent plus bas, donc précédent plus bas, vous voyez c'est ici, 23,90 de risque, on va dire, pour viser ces sommets. 23,90 pour 70, ce qui fait un ratio plus de 3. Donc ce qui est quand même particulièrement intéressant. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque, mais je pense que l'argent peut être supporté jusqu'à 17 et quelques, 17,50. Oui, et le cuivre en intraday, Catherine. Écoutez, le cuivre soutenu par la croissance chinoise, plus la Chine croît, et plus le cuivre est soutenu. Et de manière plus générale, plus la croissance mondiale est revue à la hausse, et plus le cuivre va être soutenu. Parce que le cuivre, c'est un matériau industriel qui est nécessaire à la production. Donc, dit hausse de la croissance, dit hausse de la production, enfin, dit hausse de la richesse, et la richesse est produite grâce à la production. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le cuivre revienne sur un support. Et le premier support que je constate est 68-66, excusez-moi. 68-66, voilà. C'est le premier support. 68-66 qui correspond également à 70, donc c'est à vous de voir. Enfin 7, pardon. C'est pas 68-66, c'est 7. Et si on regarde mon indice, vous savez mon indice commodities, hein, qui est pondéré équitablement au 1er janvier 2010, enfin toutes les composantes dedans, c'est-à-dire le gold, palladium, argent, Brent, gaz et c'est tout. C'est pas argent, c'est c'est cuivre. Eh bien on peut voir que sur un an, on a l'indice commodities. Alors chacun peut créer un indice, mais on peut voir que l'indice est haussier. Avec depuis le début de l'année 2017, depuis que la croissance mondiale a été revue à la hausse, a réellement accéléré, on a les matières premières qui augmentent. La Banque mondiale a récemment indiqué, elle a récemment revu à la hausse le PIB, la croissance pour 2018, donc ça devrait soutenir les matières premières. Voilà, donc l'indice matières premières est bien orienté à la hausse, ce qui pourrait permettre une hausse, enfin ce qui invite à préférer les stratégies acheteuses sur les matières premières. Voilà. Et donc forte chute du dollar et euro face au yen. Alors, chute du dollar et euro face au yen. Alors c'est pas réellement une chute du dollar et de l'euro, c'est simplement que le yen s'est apprécié. Et donc si on regarde le yen face, oui, à l'euro, mais également si on regarde face par exemple au GBP, si on regarde le GBP yen, bien GBP yen est également baissier. Simplement parce que le yen s'est fortement apprécié ce matin, étant donné que la BOJ a annoncé prévoir une accélération de l'inflation, a revu à la hausse ses objectifs d'inflation, ses prévisions d'inflation pour 2019. Et elle l'a prévu bizarrement, enfin une coïncidence peut-être, je ne sais pas, mais elle anticipe une inflation à 2% pour 2019.
2%, c'est l'objectif de la BOJ. Donc qui dit inflation à 2%, dit objectif atteint, et donc normalisation, la politique monétaire. Alors que normalement les 2% n'étaient pas prévus pour 2019. Voilà, donc forcément, on a le marché qui price de plus en plus, même si le ton il reste accommodant, on a quand même le marché qui price de plus en plus, qui essaie d'anticiper cette normalisation. Donc c'est pas que face à l'euro ou face au dollar, c'est simplement que le yen ce matin, le marché a payé le communiqué, la hausse des perspectives économiques du Japon, de la part de la Banque du Japon, pardon. Donc voilà, GBP yen 155, l'USD yen sur support, l'euro yen toujours cette consolidation entre 135,20 et 136,20. Voilà, c'est toujours la stratégie adoptée, hein, je le rappelle. Donc voilà, c'est vraiment une consolidation, pardon, entre ces deux bornes. Ils prévoient aussi de ne pas changer leur politique monétaire. Oui, voilà, ils vont y aller petit à petit, fil. Hein. Beaucoup d'experts pensent qu'il n'y aura pas de changement de la politique monétaire avant 2019. Et beaucoup d'experts, ces mêmes experts, n'anticipent pas de changement de communication jusqu'à la fin du premier semestre. Et ils anticipent qu'à partir du deuxième semestre, ils commencent à normaliser petit à petit la politique monétaire et à changer un petit peu leur discours, leur manière de parler. Mais jusqu'à juin, concrètement, le marché n'attend pas de réel changement de la politique monétaire. Mais ces petites, vous voyez, ces perspectives qui sont revues à la hausse, c'est, comment dire, des signes, des actions de la part de la BOJ pour préparer le marché. Vous voyez, elle peut pas y aller d'un seul coup. Elle peut pas dire en septembre hausse, on améliore, enfin, on anticipe des perspectives meilleures que ce qu'on avait prévu. De plus, on va réduire le montant net du QE et on va relever les taux directeurs. Non, c'est pas possible. Elle y va petit à petit. Ça prend énormément de temps pour pas choquer le marché. Parce que si elle fait ça, si une banque centrale fait ça, on a, par exemple, si c'est le cas de la Banque du Japon, on a le yen qui prend 10% en une journée. Le yen prend 10% et l'inflation perd 1% directement. Enfin, elle perd 1% en l'espace d'un mois. Sauf si la situation interne ne s'améliore pas. Oui, mais elle s'améliore. Les chiffres, bon, certes, on est loin de l'objectif, mais les chiffres quand même macroéconomiques s'améliorent depuis quand même un peu plus d'un an. Si possible, Dow Jones Trend, donc le Dow Jones, gap cette nuit, une idée, soit raison, shutdown peut-être, une idée par la suite. Alors oui, gap parce que nous avons ce propos de Donald Trump sur le Chorus. Je rappelle le Chorus, hein, l'équivalent de l'ALENA, mais entre les États-Unis et la Corée du Sud. Donald Trump qui, pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, qui a annoncé, enfin la Maison Blanche, pardon, qui a annoncé des taxes de 30% sur les machines à laver et sur les panneaux solaires venant de Corée du Sud. Donc ce traité de libre-échange a été au final pas abrogé, mais voilà, on va à l'encontre du traité de libre-échange. Donc le traité de libre-échange est bénéfique pour les entreprises tant américaines que étrangères, ce faisant partie du traité. Enfin, surtout les grandes entreprises américaines, pas les petites. Mais donc les grandes entreprises, telles que le Dow Jones, le Dow Jones c'est les plus grandes entreprises, enfin c'est parmi les plus grandes entreprises américaines, forcément si le marché voit du protectionnisme dans la politique de Donald Trump, plus le protectionnisme est présent et et moins les grandes entreprises vont bénéficier, vont pouvoir augmenter, pardon. Donc voilà un petit peu ce qui justifie cette baisse du Dow Jones. Ce qu'a fait la Maison Blanche cette nuit. Je vous rappelle que le 6e round des négociations de l'ALENA commence aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que Donald Trump, enfin la Maison Blanche va revoir le traité de l'ALENA. Ça se trouve, ils ne vont pas être touchés, mais en tout cas, il y a une réelle motivation de la part de la Maison Blanche pour revoir ce traité. Et si le traité, si les États-Unis instaurent des taxes au Canada et au Mexique, je rappelle que le Canada et le Mexique, c'est quand même des forts clients des États-Unis. C'est pas les plus gros clients, mais c'est quand même des clients très importants. Donc forcément, voilà, le marché n'est pas totalement satisfait de ces propos-là. Le Japon ne veut pas de yen fort. Oui, le Japon ne veut pas de yen fort, Phil, mais il va bien falloir un moment que la Banque du Japon arrête de générer cette liquidité, parce que elle peut pas faire ça éternellement.
parce que ça met en danger l'économie. Donc voilà, oui, de toute façon, même l'euro, hein, même la zone euro ne veut pas un euro fort, mais au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Donc même si elle peut imprimer théoriquement de façon limitée, ensuite le remboursement va falloir le faire. Donc voilà. Olive Hawk, merci. Et la suite, à votre avis, retour à normal ou progression? Ah bah progression hein, pour le Dow Jones, voilà, c'est des petits bruits qu'il y a à cause de ces propos-là, mais voilà, la tendance elle est haussière sur le Dow Jones. Donc tant qu'elle est haussière, tant que le Dow Jones est au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, les indices restent haussiers, les indices américains restent haussiers sur du moyen terme. Voilà. Dernière chose, pouvez-vous rappeler à votre avis le niveau d'achat du CAC 40? Alors oui, bah niveau achat actuel, hein. CAC 40 pour ceux qui n'ont pas acheté les 5300. Pour ceux qui n'ont pas acheté, alors, pour ceux qui n'ont pas acheté les 5300 à la moyenne mobile, vous voyez, en fin d'année, début d'année 2018, le breakout, la clôture au-dessus des plus hauts de 2017 et de 2018 inscrits en début d'année, hier a été donné, a signalé, pardon, une hausse. Donc on a la clôture, donc signal de breakout, donc là on a un signal d'achat, direction la prochaine résistance. Voilà, donc on a vu un scénario pour acheter au niveau de prix actuel, mettre un stop en dessous du précédent plus bas aux environs des 5470 et viser les 5640. Voilà un petit peu pour la stratégie CAC 40. Olive qui me dit vous reste-t-il un petit peu de temps, vous utilisez MACD et RSI qui me semble assez identique. Oui exactement Olive, alors il me semble que vous avez répondu par mail hier, je ne sais pas si c'est vous. En tout cas j'ai eu cette question par mail hier. Oui ils sont assez identiques, maintenant le MACD est beaucoup plus simple à lire. Donc pour ceux qui, en fait, je le mets surtout pour bien pour les éditeurs, étant donné qu'il y a de tous les niveaux parmi vous. Donc voilà, les divergences sont peut-être un peu plus faciles à lire sur la MACD. Maintenant, on n'a pas ces zones de surachat de survente. C'est pour ça que je laisse les deux. Parce que sur le RSI, bah déjà c'est mon indicateur peut-être favori avec les moyennes mobiles. Donc le RSI a des zones de surachat de survente, alors que le MACD ne les a pas réellement. Mais c'est beaucoup plus facile de voir les divergences sur la MACD. Donc c'est simplement pour ça que j'affiche les deux. Voilà. Ce n'est pas, oui, c'est les mêmes. Mais moi personnellement, je préfère le RSI. Mais pour la lecture, pour les auditeurs, je pense que c'est les deux. C'est pas, voilà. Mais bon, il n'y a pas réellement de raison. J'ai envie de dire, RSI MACD, le combo des deux n'a pas réellement d'importance. Voilà, c'est simplement pour la lisibilité du webinaire, pour la facilité de lecture de mes points de marché. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. On est resté 1 heure. Je pense que nous avons battu notre record ce matin. Donc voilà, en tout cas, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir, 18 heures pour mon webinaire éducatif. Et donc voilà, excellente journée en attendant. Et pour ceux que je ne retrouvais pas ce soir, eh bien écoutez, rendez-vous demain matin pour le prochain point de marché. Excellente journée et à demain.